Professeur Didier Raoult, un grand merci de nous accorder cet entretien pour la revue Santé Libre. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite question d'actualité. Il y a quelques cas de variole du singe qui ont été détectés en Europe. Et on vient d'apprendre ce matin que les ministres de la Santé du G7 s'apprêtaient à réaliser un exercice de simulation d'une pandémie issue d'un virus de la variole qui serait issu d'un animal. Qu'est-ce que ça vous inspire ? J'ai déjà vu ça. C'est-à-dire que, si vous voulez, si vous lisez mon livre sur les épidémies, une des premières fois où j'ai été confronté à une fausse épidémie qui avait beaucoup de points communs avec les délires successifs qu'on a eu sur les épidémies, c'était au moment de la pseudo-attaque de bioterrorisme aux États-Unis en 2001, ont été quelques spores de la bactérie du charbon avaient été envoyés à des hommes politiques et des journalistes. Je crois qu'il y a eu 7 morts. En réalité, très rapidement, les spores ont été analysés. Je connais les gens qui les ont analysés. Et très rapidement, on a su que ces spores étaient les spores issus des bactéries cultivées à Fort Detrick dans le cadre de la guerre biologique par les États-Unis, dont le programme avait été arrêté par Nixon en 1972. Et donc, les gens ont rapidement cerné celui qui était susceptible d'avoir utilisé ces souches, qui s'est suicidé. Je ne sais pas si s'est suicidé tout seul ou à plusieurs. Mais en tout cas, les données n'ont pas été relâchées pendant plusieurs mois, voire années. Et ça a été l'outil, souvenez-vous, qui a expliqué qu'il fallait attaquer l'Irak. Et en même temps que cet outil avait été développé un autre outil qui est une des grandes folies de notre monde actuel. Au lieu de faire de l'astrologie, on fait des modèles mathématiques. Et il y avait un modèle mathématique qui avait été fait qui s'appelle Dark Winter sur qu'est-ce qui se passe si effectivement Saddam Hussein a eu un stock de variole qu'il a eu au moment de l'écroulement de l'URSS et qu'il envoie 10 suicidaires infectés par la variole ou vaccinés d'abord et infectés ensuite dans 10 aéroports. Et donc le film s'arrête, il y a 1 million de morts et ça continue. Et ce film a été montré au président des États-Unis, mais à notre président, à nos ministres, et a emmené une vaccination systématique contre la variole des personnels américains, pour lequel il a été estimé qu'il y avait une centaine de morts avec ce vaccin, du fait de myocardite, là déjà, vous voyez, pour quelque chose qui était du cinéma. Hein. Et donc c'est intéressant, parce que le monkeypox, on sait très bien ce que c'est, puisque le monkeypox a été découvert au moment où il y avait une très bonne stratégie qui avait été mise en place, parce qu'il y avait le type qui gérait ça sur le plan international, un type très intelligent qui s'appelait Fenner, qui était un Australien, qui a géré la fin de l'éradication de la variole en faisant de l'encerclement. Et donc à chaque fois qu'il y avait un cas, on faisait des vaccinations tout autour, et il était affiché partout en Afrique. Le dernier cas était en Afrique. Il y avait des affiches qui disaient « Vous aurez tant de milliers de dollars si vous signalez un cas de variole » en montrant des photos. Et c'est comme ça qu'a été découvert le monkeypox qui ressemblait à la variole et qui en réalité... les virus de la variole sont tous originaires de muridés, de rats ou de souris. Et donc il y en a qui ont évolué pour donner une infection chez la vache. Il y en a qui ont donné, qui étaient lesquels vaccine, il y en a qui ont évolué pour donner une infection chez l'homme, il y en a qui ont évolué pour donner une infection chez le singe. Hein. Donc pas d'emballement à avoir sur ces quelques cas De monkeypox ? Oui. Non, le monkeypox, c'est le monkeypox. Hein. Alors, la question que je tenais à vous poser pour commencer cet entretien, c'est comment est-ce que vous réussissez à garder votre calme dans la mesure où c'est vous qui avez trouvé un traitement dès le début d'une pandémie mondiale qui, toutes les études scientifiques, la majorité des études scientifiques ont montré par la suite, réduisait considérablement le nombre de morts, le nombre d'hospitalisations.
Et malgré tout, ce traitement a été d'abord interdit, ensuite refusé, ensuite les essais cliniques, même en France, Discovery, arrêtés, alors même qu'ils étaient en train de montrer que le traitement marchait. Beaucoup de souffrances qui ont été causées par refus du traitement que vous avez proposé. Comment est-ce que vous, en tant que médecin, et même en tant qu'être humain, vous parvenez à ne pas être indigné moralement? Non, mais je voulais l'indignation, c'est plus le rôle des journalistes que le rôle des chercheurs. C'est chacun son boulot, si vous voulez, et chacun sa nature. Moi, ma nature, c'est de trouver des choses, de les démontrer, de montrer qu'elles fonctionnent. Et puis, voilà, moi, en plus de ça, si vous voulez, je vais vous dire, d'abord, ici, il ne se passe pas une semaine sans qu'on découvre quelque chose, y compris des choses qui n'ont strictement rien à voir avec le Covid. Deuxièmement, ici, on a trouvé, je rapportais ça récemment, on a identifié 1600 espèces bactériennes nouvelles sur les 3000 qui sont connues chez l'homme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, d'accord ? On a été les premiers à trouver des infections chez l'homme avec une branche de trucs qui s'appelle les archées. On a été les premiers à décrire et découvrir les virus géants. On est les premiers à avoir cultivé maintenant une autre branche du vivant qui s'appelle les nanoarchées. Ça, c'est Michel Drancourt qui a fait ça. Vous savez, entre tout ce qu'on a découvert dans 100 ans, et c'est pas compliqué. Vous regardez sur PubMed, vous regardez Massiliensis, Timonensis, vous allez avoir des centaines de microbes qui sont appelés comme ça. Bon, sans parler de Mimivirus, c'est moi qui l'ai baptisé, bien sûr. Marseille virus. Tout ça, c'est des choses. Donc, si vous voulez, l'échelle de temps dans laquelle je vis n'est pas la même échelle de temps. Vous savez, les journalistes, c'est comme ça. Bon, je ne fais pas de reproche. Les journalistes vivent dans une échelle de temps, comme leur nom l'indique, c'est la vérité au jour le jour. Hein. C'est ça l'échelle de temps. Les politiques, ils vivent avec une échelle de temps qui sont les élections. D'accord ? Et donc, on ne peut pas leur demander de réfléchir au-delà des élections. C'est plus comme ça. Voilà. C'est à la fois l'intérêt de la démocratie, c'est qu'on peut se débarrasser des gens régulièrement quand ils vous ont trop déplu. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de vision à long terme, je dirais, patrimoniale de la politique. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qu'on va faire dans 20 ans ? Est-ce qu'on conserve les choses ? Dans quel état on laisse le pays ? Est-ce qu'on s'endette ou pas ? Vous savez, donc, un des premiers vraiment à qualifier ça, c'était le premier qui s'appelle, vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Keynes, qui était un économiste du XXe siècle, qui était le premier à faire marcher la planche à billets en disant le pays s'endette. Il a dit mais qu'est-ce qui va se passer après, dans 20 ans, dans 30 ans ? Et Keynes disait on s'en fout, on sera mort. Vous voyez ? Et donc, si vous voulez, c'est des visions qui sont très très différentes. Mais au contraire, je suis sûr que dans 100 ans, les bestioles que j'ai décrites, on en parlera encore. J'ai pas d'un point de vue personnel, je sais que les cabales médiatiques vous importent peu, mais ce gâchis médical et humain, comment vous l'expliquez encore une fois, 2 ans après? Je l'explique pas, si vous voulez. Si, c'est multiple. On est dans un... Là aussi, la médiatisation fait que dans votre monde, il n'y a pas, c'est ce que j'explique depuis le début, il n'y a pas de hiérarchie. Vous ne savez pas faire la hiérarchie des sachants. Vous ne savez pas le faire. Et donc, c'est comme ça. Prenez comme ça. Il y en a un qui dit alors, mais vous dites ça. Et d'ailleurs, je sais dans le périmètre de l'université dont j'étais le président pendant 5 ans, il y avait une école de journalisme. On leur dit alors, il faut toujours que vous ayez. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai participé à un certain nombre de débats. Il fallait absolument trouver quelqu'un qui pense différemment. Alors, parfois, j'étais sidéré par les gens qu'ils avaient trouvés. Donc, l'idée, c'était mais vous pensez ça, et lui, il pense ça. Je ne sais pas trop comment il arrive à penser ça, parce que il ne sait pas de quoi il parle, quoi. Vous voyez, c'est très... Et donc, mais on vit dans une époque c'est ce que j'ai dit, on a généralisé les conversations de bistrot. Je ne sais pas s'il y a encore des conversations de bistrot, parce qu'il n'y a plus beaucoup de bistrots ouverts. Mais... Puis les gens ne fument plus dans les bistrots, donc ils parlent moins. Donc, mais c'est ça, en réalité. Et donc, moi, j'avais la même surprise, quand je dis souvent ça, quand j'avais un café dans le village où j'ai un chalet, et j'allais régulièrement les dimanches-là passer une demi-heure pour écouter ce que disaient les gens. Ça m'intéressait. Donc, quand ils parlaient des matchs de foot,
vous voyez chacun d'eux pensait qu'il était un meilleur entraîneur que l'entraîneur qui était là. C'était pas tellement plausible en réalité. Vous voyez, donc, et si vous parliez de la politique, il disait la même chose, et lui il a fait ci, il a fait ça. Chacun d'eux parlait de choses qu'ils ne connaissaient pas réellement. Et donc c'est la même chose pour la santé, c'est la même chose pour la recherche. Donc vous demandez à des gens qui ont une opinion. Et puis si vous voulez, ça ne vaut pas plus que ça, donc ça n'a pas une grande importance. Moi, je m'en fous. De toute manière, en plus, je ne regarde pas la télévision, je n'écoute pas la radio, je ne lis pas les journaux. Alors, je ne suis pas tellement touché, je ne peux pas vous dire. Mais malgré tout, on a l'impression que vous avez été quand même surpris au départ de la résistance qu'il y a eu par rapport à votre traitement. Au début, vous pensiez que c'était les méthodologues qui étaient un peu trop psychorigides. Ensuite, vous avez parlé de Gilead. Non, les méthodologistes trichent. Non, c'est même leur métier, c'est de tricher. Hein. Je n'ai pas de tout pensé qu'ils trichent. Ils trichent comme des malades, ils trichent. Mais du coup, il y a quand même c'est tricher. Alors pourquoi ils trichent? Il y a quand même des pouvoirs d'influence. Mais s'ils ne trichent pas, ils n'existent pas. Enfin, à quoi ça sert, un méthodologiste, honnêtement? C'est-à-dire Non, mais la méthodologie des médicaments, elle a pris une ampleur de cette nature-là parce que ça sert à l'industrie pharmaceutique et rien d'autre. Parce que si vous, honnêtement, 90% des médicaments ou 99% des médicaments qui sont mis sur le marché depuis 20 ans servent strictement à rien. Donc il faut démontrer par un modèle mathématique auquel personne ne comprend rien du tout que quand même c'est un avantage ou qu'au moins c'est pas plus mauvais que ce qui existait avant. C'est tout. Et ce qui est un vrai problème de société que moi je sais pas résoudre mais que personne ne sait résoudre, c'est que notre modèle est basé sur l'obsolescence et que notre modèle ne peut pas survivre sans l'obsolescence et qu'il n'y a pas d'obsolescence des produits chimiques, il n'y a pas d'obsolescence des médicaments. Et donc tout le point, moi, j'ai mis un certain temps avant de comprendre ce qui se passait. Si vous voulez, c'est qu'en réalité, on essaie de se débarrasser depuis des années. Philippe Even écrivait ça il y a bien longtemps. Hein. En réalité, on essaie de se débarrasser de médicaments depuis des années en essayant de faire croire qu'ils ne sont pas bons parce que sinon, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Moi, je ne sais pas, je vous dis, pour une maladie infectieuse, je ne sais pas trop ce qui manque comme médicament, pas besoin. Donc, c'est alors, on fait la même chose que quand on dit, écoutez, vous avez bien vu ce que c'est que la propagande. Bien sûr, il y a toujours un gosse qui est capable de mourir en ayant le Covid. On ne sait pas, ça va. Vous passez du matin au soir à la télévision, à la fin, les types ils disent, après vous regardez les statistiques, la mortalité a baissé chez les enfants. Pendant toute cette période-là, il y a moins de morts que les avant, pour des raisons probablement sociales, conjoncturelles. Mais vous pouvez le répéter, c'est Goebbels qui disait ça. Vous savez, si vous répétez suffisamment qu'un rond est carré, à la fin, les gens sont convaincus, c'est juste une question de temps. Donc, il s'est passé une espèce un point sur les nouveaux médicaments qui convainc les gens parce que finalement ils travaillent dessus, parce que finalement ils sont invités dans des congrès, parce que finalement tous les journaux médicaux sont maintenant transformés depuis, je sais pas, peut-être 20 ans en journaux qui sont en réalité du commerce. C'est-à-dire ça appartient à des boîtes qui font, je sais pas, Elsevier et Springer, ça doit faire 30% de bénéfices par an. Vous connaissez les boîtes qui font 30% de bénéfices par an, c'est colossal. Donc on a vraiment changé et donc moi, contrairement à ce que vous pensez, je ne suis pas surpris. Je vais vous donner un exemple qui apparemment n'a rien à voir, mais qui était suite de ma genèse, pour ça que c'est difficile de me surprendre. Il y a un énorme marché qui est celui des angines. D'accord ? C'est un très gros marché. En particulier les angines à streptocoque. Les évidences qu'il y a que ça sert à quelque chose dans les pays développés de traiter les angines à streptocoque sont extrêmement mineures. Les gens disent que ça sert à protéger du rhumatisme articulaire aigu, mais il n'y en a plus. Il n'y en a pas dans les pays développés de rhumatisme articulaire aigu. Ça fonctionne comme des épidémies. Et on ne sait pas pourquoi il y a des épidémies. C'est un phénomène très intéressant scientifiquement, mais qui manque d'observation, parce que dans les pays dans lesquels on pourrait observer, on n'a pas les données. Mais en revanche, les angines, vous en avez un nombre absolument considérable. Les angines, ça se traite avec de la pénicilline. Voilà, c'est pas compliqué. La pénicilline, ça ne coûte rien, c'est pas intéressant. Personne ne gagne d'argent avec ça. Alors moi, quand j'étais plus jeune, j'ai vu des attaques sur les angines absolument extraordinaires. La première attaque sur la pénicilline, c'était « attention, nouveaux germes ». Nouveaux germes, je connais parce que j'ai commencé par ça, pour les bactéries un peu difficiles, un truc. Alors, attention, nouveaux germes, donc il faut donner autre chose. C'était pour donner un groupe d'antibiotiques qui s'appelle les macrolides.
Il n'y avait jamais eu d'angine à nouveau germe. C'est une fantaisie, mais ça a duré 3 ans. Il y a eu des congrès, il y a des gens qui ont été payés pour ça, il y a des trucs, et donc on a réussi à modifier un peu ça. Ensuite, ça a été la pathogénie indirecte. Ça a été inventé, c'était génial. C'était dit, écoutez, dans la gorge, il y a des bactéries qu'on appelle les Moraxella, qu'on a appelé les Branamella, qu'on a rappelé les Moraxella, qui sécrètent des enzymes qui détruisent la pénicilline. Alors, elles ne sont pas pathogènes, mais du coup, si vous voulez traiter une angine à streptocoque, il faut donner quelque chose qui résiste à ces enzymes, parce que sinon, ces enzymes vont détruire la pénicilline. D'accord ? Bon, c'était une fantaisie aussi. Puis ensuite, il y a eu... donc ça a duré 2-3 ans. Ils ont réussi à vendre des céphalosporines au lieu de... Et puis ensuite, il y a eu les angines à hémophilus. On dit, écoutez, si on fait des prélèvements de gorge au cours des angines, on trouve les hémophilus, mais bien sûr, il n'y avait pas de groupe contrôle, parce que si on fait un groupe contrôle, on trouve aussi les hémophilus, qui est un commensal banal de la gorge. Et donc, on a réussi à vendre des antibiotiques qui marchaient sur les hémophilus, alors que la pénicilline simple ne marchait pas sur les hémophilus. Et là, maintenant, le médicament qui est recommandé en France, hein, ce n'est pas celui qui est recommandé aux États-Unis, vous avez vu, il y a un grand truc du ministère en disant on peut donner de l'azithromycine seulement pour les angines à streptocoque. Mais l'azithromycine n'a aucun intérêt pour les angines à streptocoque. C'est à peu près 20% des streptocoques qui sont résistants à l'azithromycine, alors qu'il y en a 0 qui sont résistants à la pénicilline, si on prend des chiffres normaux pour la pénicilline. Parce que pour la pénicilline, on a mis une définition de la résistance qui est complètement délirante, pour laisser croire qu'il y avait des streptocoques qui étaient résistants à la pénicilline, ce qui n'est pas vrai. D'accord ? Donc, tout ça, c'est pas nouveau. Les angines, c'est un marché extraordinaire. Si vous arrivez à prendre le marché des angines, vous avez un truc. Et donc, du coup, comme tout ça, bien sûr, c'est politique, c'est de l'influence, etc. En France, l'azithromycine, qui est le traitement de référence de l'angine, n'est pas recommandé aux États-Unis, mais aux États-Unis, l'azithromycine est recommandée pour le traitement des pneumonies, alors qu'en France, il n'y a pas d'AMM pour les pneumonies. Et aux États-Unis, pour les pneumonies, il y a un Américain sur 8 qui en prend une fois par an pour les pneumonies. Et en France, il n'y a pas d'AMM. Donc tout ça, c'est de la politique, c'est de l'influence, on sait ça, enfin, tout le monde sait ça. Après, vous êtes plus surpris que les autres. Moi, non, j'ai été... Le truc qui m'a surpris par son ampleur, ça a vraiment été le Lancet Gate, c'est-à-dire comment... Il peut régner une telle ignorance. En moyenne, dans le Lancet, moi, j'ai assisté à des comités rédactionnels du Lancet. En moyenne, il y a 5 rapporteurs par papier. Comment les gens ont pu croire que le médicament le plus prescrit du monde pouvait donner 10% de mort subite par accident cardiaque? Mais comment c'est possible de faire croire un truc pareil, de publier un truc pareil? C'est juste, c'est inouï. Par une bande d'inconnus. C'est un truc de clown, quoi. Donc, c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, ben voilà, c'est comme ça, c'est pas vrai. Mais c'est pas plus vrai, si vous voulez, que... Moi, j'avais donné ça dans un de mes livres, où j'expliquais ça, peut-être le truc sur le restaurant anglais, je ne sais pas si vous avez vu là, qui était devenu le numéro 1 des restaurants à Londres sur TripAdvisor, qui n'existait pas, qui étaient juste des mecs qui avaient bidouillé le truc. Donc, vous n'êtes pas dans un monde... L'image que l'on vous renvoie de votre monde ne correspond pas à un monde... Je ne dis pas vrai, parce que je ne sais pas ce qui est vrai. Hein. Moi, j'aime Philippe Dick, donc je pense qu'il y a des mondes parallèles, si vous voulez. Mais moi, dans le monde dans lequel j'existe, et dans lequel je fais de la science, hein, tout ça, c'est un autre monde. Et ça ne me gêne pas, d'ailleurs, qui croit ça ou qui croit n'importe quoi d'autre, je m'en fous. Hein. Et dans ce monde-là, justement, des vieilles molécules, la pénicilline, l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, peuvent avoir beaucoup d'utilité en dehors de ce pourquoi elles ont été approuvées, mais il n'y a pas suffisamment... Le système ne permet pas de les promouvoir. Est-ce qu'il est vrai que le président Macron vous a missionné sur une étude sur le repositionnement de... Non, c'est une chose dont on a parlé à un moment, puis pour l'instant, en tout cas, ça n'a pas été fait. Et puis je pense que c'est une bombe atomique. Si vous voulez, si vous regardez aussi, c'est parce que, si vous voulez, personne ne veut regarder. Ou personne ne sait où regarder. Mais vous regardez, quelque chose, moi, qui me trouble beaucoup, qui me troublait avant. C'est pour ça que vous me posez la question de savoir pourquoi je n'étais pas surpris. Ça me troublait avant. On avait fait un truc sur la méthode avec, bien avant le début du Covid, enfin quelques mois avant, dans les jeudis de l'IHU,
où on a fait venir d'ailleurs Mme Costagliola, pour nous parler de à quoi servent les essais de non-infériorité. Et plus que ça, nous, en plus, on a vérifié dessus. Si on dit aux gens la vérité, est-ce qu'ils acceptent de le faire? La réponse est non. Si vous leur dites, écoutez, il y a un médicament dont je sais qu'il marche, et je vais essayer un autre médicament pour essayer de montrer qu'il n'est pas plus mauvais que celui qui marche. Et peut-être qu'il a des effets secondaires. Personne ne va accepter un truc comme ça, ou bien il faut lui donner de l'argent. Il faut qu'il ait un bénéfice. Vous ne pouvez pas dire, vous allez prendre un risque sans aucun bénéfice. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, dans les essais thérapeutiques, et ça, je sais que c'est un des points sur lesquels les gens essayent beaucoup de m'embêter, sans beaucoup de succès pour l'instant, sur l'éthique et sur les essais thérapeutiques. Normalement, il est prévu dans la déclaration d'Helsinki, ce qui n'est pas fait en France du tout. Et donc, il faut le transposer. Enfin, moi, en tout cas, je m'adresserai aux gens que je connais pour qu'ils le fassent. Quand vous faites un essai thérapeutique qui vous rapporte quelque chose à vous, vous devez le dire aux malades. Mais en France, on ne fait jamais ça. On ne le dit pas. On ne dit pas aux gens, vous savez, si je vous inclus, et moi j'ai vu des sommes, qui est une des raisons pour lesquelles ici on a dit qu'on ne ferait pas d'essai avec l'industrie thérapeutique. Donc on a zéro. Hein. Donc j'ai vu passer des sommes à la tête, c'est-à-dire que chaque malade qui acceptait vous rapportait tant, ou si vous en faisiez X, on vous invitait à... Et donc le niveau... Il y a une partie qui est déclarée, mais il y a une partie qui n'est pas. Il y a une partie qui passe par des associations, il y a une partie qui passe à l'étranger, il y a une partie... Donc on est... Alors, les gens ne sont pas bien lucides, ils ont fini par comprendre le truc de Pourdoux, mais moi, avant le truc de Pourdoux, moi, je savais bien que... si vous regardez, c'est une crise vraiment de notre modèle économico-politique. La tête de lance de notre modèle économique-politique, c'était les États-Unis. Et c'est eux qui inventent le plus de molécules, enfin, qui commercialisent le plus de molécules. C'est frappant de voir que l'espérance de vie des États-Unis n'arrête pas de diminuer. Actuellement, l'espérance de vie aux États-Unis est plus basse que celle de Cuba. Elle est du même niveau que celle de l'Algérie. Attendez, les Chinois sont à peu près au même niveau maintenant, qui n'ont aucune de ces grandes molécules. Aucune, zéro. Parce qu'elles coûtent trop cher. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, des molécules qui ne sont pas génériquées, qui ont moins de 20 ans, lesquelles changent l'espérance de vie. C'est une question, quand même. Si ça ne change pas l'espérance de vie. Bien sûr, il y a des maladies actuellement orphelines qui sont maltraitées. Il y a des situations dans lesquelles c'est bien de trouver des médicaments pour soigner les gens, pour lesquels on est en impasse thérapeutique. Mais ce que ça représente en termes de volume, les impasses thérapeutiques, c'est extrêmement faible. Alors, comment on fait pour revaloriser le stock de molécules incroyables qu'on a déjà? Ben, je sais pas, mais déjà les Chinois font ça parce que comme ils ne voient pas pourquoi ils paieraient les molécules plus chères, donc les Chinois, le repositionnement des molécules, nous on a fait ça aussi largement. Ben, malheureusement le collègue avec qui je fais ça est un manque de vitesse là-dessus, mais par exemple, vous savez quand les gens disent c'est très embêtant. Les bactéries multirésistantes, les trucs, on a tout testé, on a trouvé que le médicament dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelait l'AZT, qui est le premier médicament qu'on ait trouvé pour le sida, on le savait à l'époque, et puis tout le monde l'a oublié, ça marche très très bien contre Escherichia coli multirésistant. Ça ne coûte rien, on sait que c'est toxique, il y a des centaines de millions de gens qui ont pris ça, il n'y a qu'à donner ça. Nous, on avait commencé, on voulait faire, puis j'ai abandonné, parce que c'est trop compliqué. On a abandonné tous les trucs de stratégie thérapeutique et de repositionnement, parce qu'on nous persécute trop, puis la NSM ne veut pas. De toute manière, dès qu'il s'agit d'une molécule ancienne, ils ne veulent pas. Donc, mais les autres le font. Comment ça se fait? Alors c'est l'État, là. Non, mais l'État, non, mais vous... Ils économiseraient de l'argent. Non, mais vous rêvez, l'État, ce n'est pas un truc impersonnel. L'État, c'est fait d'hommes. Ces hommes, ils font partie d'un système dans lequel, si vous leur dites, vous savez, il n'y a pas de progrès à attendre, c'est-à-dire que vous mettez fin à un truc qui, sur le plan intellectuel, est très, 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 très profond, qui est, je pense, c'est l'âge. Enfin, vous avez des gens qui écrivent sur l'évolution de notre civilisation pendant le XXe siècle, il y en a eu énormément. Hein. Et il y en a un qui dit ça, ce qui est dit, écoutez, vous savez que Gaucher écrivait Le désenchantement du monde avec la fin de la religion. Moi, j'aime beaucoup ce que dit Gaucher, mais je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'en réalité, on a changé de religion et on a pris la religion du progrès pour remplacer des Lumières, pour remplacer les religions traditionnelles. Ce qui est en train de se renverser, moi je vois ça avec la nouvelle génération, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui pratiquent des religions. Hein, de plus en plus. C'est très très frappant. Donc, et parce que la religion du progrès, qui est le débat là actuellement, c'est en réalité...
c'est la religion du progrès dont il est question. C'est-à-dire, si on vous dit, écoutez, il y a un désastre et on va trouver quelque chose qui va être... C'est le progrès, et donc là, je dis ça, le progrès, dans l'esprit des gens, remplace la providence. Et moi, c'est bien ce que j'ai vu, c'est pour ça que vous me demandez si je suis surpris. Je ne suis pas surpris. Il y a un désastre qui va arriver, donc il y a tous les prophètes qui annoncent le désastre, très bien. Mais il va y avoir une intervention divine, et l'intervention divine, c'est le vaccin, et donc c'est la providence, et donc la providence va finir l'histoire. Et là, maintenant, c'est un peu embêtant, parce que la providence n'a pas fini l'histoire, et finalement, le virus suit les cycles qu'on a connus par ailleurs. On ne peut jamais prédire l'avenir, mais si on regarde par analogie, généralement, quand un nouveau pathogène entre dans un nouvel écosystème donné, au début, il accélère au fur et à mesure son activité, sa puissance et sa gravité, et puis petit à petit, il devient de plus en plus commun et de moins en moins virulent. C'est un mode général, hein, mais celui-là, c'est celui qu'il a l'air de faire. Il y a un très 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 joli papier, ce qui est bien plus choquant que pour moi. Hein. La dernière publication de Luc Montagnier, qu'il a fait, qui est un magnifique papier sur l'analyse de l'évolution des virus, où il montre que Omicron est dans ce domaine-là. Le papier a été publié en décembre 2021, donc il a été écrit au tout début d'Omicron. Il explique qu'Omicron, effectivement, appartient à un clade extrêmement différent, et il explique que, de toute manière, la nature évolutive des virus, c'est de perdre de la virulence pour gagner en diffusibilité, et que c'est un phénomène très général. Qui dépasse bien le truc. C'est juste que nous, notre vision du temps est tellement courte qu'on voudrait que les choses soient résolues en 1 mois ou en 2 mois. Et puis c'est pas le cas, c'est pas comme ça. Et lui, il dit, c'est sa conclusion, hein, ce qui est possible, il dit, si on avait écrit ça au début avec Guido Crema, et c'est ce que disaient les Anglais au départ, si on fait rien, ça partira plus vite. D'accord ? Il faut soigner les gens. Voilà. Soigner les gens, en particulier les gens vulnérables. Donc si on s'était contenté de faire ça, soigner les gens vulnérables, ça ne servait à rien de s'exciter pour essayer de vacciner des gens de 20 ans qui risquent rien, qui font un rhume. Et donc la diffusion aurait été plus rapide. Et la diffusion, est-ce que là, en particulier, de se focaliser sur une partie très particulière du virus, il n'est pas sûr que ce n'ait pas joué un rôle de sélection de mutants résistants. En plus, parmi les drogues qu'on a données, il y avait des drogues mutagènes pour le virus. Donc le professionnalisme des inspections actuellement, moi, me laisse rêveur. Et en particulier parce qu'ils ont une pression d'État considérable, que leur mode de sélection est plutôt un mode de sélection basé sur l'obéissance que sur n'importe quoi d'autre. Tandis que si vous regardez McKinsey, au moins ils regardent les chiffres. Quoi. Il y a des gens qui savent regarder les chiffres, c'est déjà ça, c'est déjà supérieur. Et donc ça arrive à un point dont je ne suis pas sûr, je ne sais pas comment on fera les choses, en dehors du fait qu'on peut être scandalisé par le fait qu'on a une armée de fonctionnaires qui serait censée faire ça, mais il n'empêche qu'il n'y a pas les gens pour faire les analyses. Dans les structures d'État, il n'y en a pas. Donc c'est encore autre chose, on peut le prendre n'importe comment. Peut-être que c'est une dérivée ultime, sûrement, parce que alors là, autant vous demandez aux politiques s'ils ont des conflits d'intérêts, mais vous ne le demandez pas à McKinsey. Alors là, le niveau des conflits d'intérêts de McKinsey, ils font tout. Ils concernent les États, ils conseillent les laboratoires, ils conseillent tout le monde à la fois. Parler de conflits d'intérêts. Mais après, le problème, c'est jusqu'à quel point on peut se passer de la compétence. C'est une vraie question. Ouais, c'est une question qui est centrale. Ouais. C'est central. Moi, alors ça, vous voyez, c'est une chose que je réfléchis, qui m'amuse beaucoup. Hein. Moi, vous savez que tout ce que je dis dans mes petites émissions du mardi dans la loi intelligent, je le retranscris mot à mot, pour que les gens puissent lire, voilà, 1 an après, et puis pourront lire dans 10 ans, si j'ai honte de rien de ce que j'écris. Et la plupart des choses que j'ai écrites se sont déroulées comme j'imaginais bien qu'elles allaient se passer. Et elles étaient bien comme je les décrivais au début, parce que moi j'ai accès à des données très 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 précoces. Mais vous voyez bien que ça n'augmente pas auprès des gens qui sont là votre crédibilité. Ce qu'il faudrait simplement, c'est qu'on ne parle plus comme ça, il n'y aurait plus de données qui disaient mais non, mais quand vous disiez ça, c'était déjà pas vrai. On savait déjà que c'était pas vrai quand même. Vous avez parlé de la vaccination. Et du fait que c'était dirigé contre la protéine de Spike et que ça pouvait engendrer une pression de sélection.
Est-ce que c'est ça est-ce que vous observez déjà ce qui apparaît, c'est-à-dire une efficacité négative du vaccin après quelques mois? Et est-ce que ce serait lié? Ah, ben, c'est-à-dire celui-là, c'est un point sur lequel on est en train de travailler, donc c'est un peu prématuré, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que Omicron a une telle différence dans la protéine qui permet de faire des anticorps, qu'on appelle les anticorps neutralisants, c'est-à-dire qui empêchent le virus, que effectivement, l'efficacité vaccinale est très très faible. De manière ça, alors là, même les mainstream, même tous ceux qui sont payés par Pfizer, ils disent que ça ne dure pas plus d'1 mois et demi. Alors, c'est vrai que c'est difficile à interpréter leur discours parce qu'on se demande si simplement c'est parce qu'ils veulent les vendre tous les mois et demi ou si parce qu'ils ont une brutale atteinte d'honnêteté, j'en sais rien, si vous voulez. Mais en tout cas, même dans les journaux qui ont fait de la propagande pour ce truc-là en disant que ça allait marcher dans 99% des cas, c'est une fantaisie. On a l'impression aujourd'hui que les vaccinés sont plus infectés que les non-vaccinés. Est-ce que vous observez ça ici? Il y a eu plus un moment... Il y a un moment où c'était plus... Pour l'instant, nous, si on prend ça de manière brute, la proportion des gens vaccinés qui sont infectés et des non-vaccinés qui sont infectés est la même. Il n'y a pas de différence. On voit pas de différence. Voilà. Mais du coup, est-ce qu'on peut appeler ça un vaccin? Après, vous avez bien vu que l'objectif, les objectifs ont changé au fur et à mesure. L'idée qu'il fallait vacciner tout le monde, y compris les enfants, c'était de dire on peut éradiquer la maladie. Donc, on n'a pas éradiqué la maladie. Il n'y a d'ailleurs qu'une seule maladie qu'on n'ait jamais éradiquée, c'est la variole. Donc, pour des raisons qui sont assez simples d'ailleurs, c'est parce que c'est une maladie très immunisante, parce qu'on on donnait une maladie qui est la vaccine, une vraie maladie, qui est la vaccine, aux gens qui étaient vaccinés. C'est comme ça qu'on a baptisé la vaccination. Et donc, il y avait le seul réservoir était humain. Très bien. Et donc, c'était à partir de cet objectif, qui était vraiment un objectif du progrès, c'était le progrès, mais qu'il y a des choses qu'on n'a rien compris dans les épidémies de variole, on ne comprenait pas pourquoi, parce qu'il y a des épidémies aussi de variole, donc c'est ce qu'on ne peut pas expliquer avec ce qu'on connaît actuellement. Et donc, à partir de ça, on a cru qu'on pouvait, avec les vaccins, on pouvait tout éradiquer, ce qui n'est pas vrai. Voilà, ce qui n'est pas vrai. Même, vous voyez, je suis même sur quelque chose comme la rougeole, par exemple. Nous, on vient de voir un travail qui a été fait sur la faune du Gabon. Il y a au moins quatre branches de virus dans la faune du Gabon qui sont des cousins germains de la rougeole qui peuvent apparaître demain s'il n'y a plus d'anticorps contre la rougeole. Pareil pour les oreillons, dont on pensait, avec moins de savoir, on pensait qu'on pouvait éradiquer ça. Ça veut dire que la vaccination n'arrivera jamais on n'arrivera jamais à faire comme pour la variole, à dire on arrête la vaccination. Parce qu'il reste des virus extrêmement proches qui ne demandent qu'à prendre la place. Et ça, maintenant, c'est de la connaissance. Ouais, mais c'est de la connaissance qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Hein. Donc si les vaccins sont imparfaits, on revient au traitement, qui est quand même le point fondamental. Non, mais pour les vaccins, c'est vrai que les vaccins, c'était censé empêcher la maladie. Voilà. Donc là, l'idée de base de la vaccination généralisée, c'est d'éradiquer la maladie. C'était quelque chose qui était relativement plausible pour une maladie qui était aussi peu immunisante, parce que très vite, on a vu qu'il y a des gens qui faisaient 2 infections, d'une part, et d'autre part, les infections respiratoires bénignes, comme ça, ne sont pas immunisantes en général. Donc, l'idée qu'on pourrait faire une vaccination, que ce soit immunisant, c'était une chose. La deuxième chose, très rapidement, on s'est rendu compte que c'était un virus qui infectait beaucoup d'animaux. Donc, quand ça devient une zoonose, ça veut dire que vous ne pouvez pas éradiquer le virus. Donc, l'objectif qui était de vacciner tout le monde est un objectif qui a rapidement cessé d'être intéressant, bien qu'on voit qu'il continue à être promu, parce que ça rapporte tellement que c'est effarant. Donc, ça n'a pas d'intérêt de vacciner des gens pour les protéger de quelque chose qui n'est pas grave pour eux. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un vrai débat sur c'est grave, c'est pas grave, sur les populations qui ne sont pas à risque. Ensuite, la question de la protection des personnes à risque, c'est une question qui est complexe. On a l'impression qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un certain degré de protection, pas très longtemps.
Là, effectivement, cette étude dont je vous parlais, là, des Israéliens, dit ça dure 1 mois et demi. La protection pour les formes graves chez les gens de plus de 60 ans. Donc ça, c'est dans la meilleure des indications. La durée est très courte quand même. Donc ça, c'est pour le 4e booster. Donc Qu'est-ce que vous pensez du coup des effets secondaires? Parce que vous parliez tout à l'heure des myocardies, quelque chose qui est connu avec les vaccins depuis quelques années. Est-ce que sur le Covid, vous avez constaté déjà des effets secondaires graves, ça a été, bien sûr, ça a été rapporté, pas par nous, mais par d'autres. C'est les Israéliens qui ont le premier rapporté le truc. Nous, ce qu'on a vu, à un moment, les gens ici qui étaient aux affaires, qui sont rentrés dans un combat dans lequel je ne suis jamais rentré, je trouve c'est idiot de dire on est pour en totalité ou contre en totalité. Moi, je crois que pour chaque situation, en particulier la situation de santé publique, il faut peser le bénéfice et le risque. Tout ça, c'est pas oui-non. Il n'y a que les gens qui n'ont que 2 cases qui pensent oui-non. Et donc, ici, il y a une grande réticence du personnel, en particulier médical, à se faire vacciner parce qu'il y a eu un accident chez une jeune femme qui a perdu un œil. Parce qu'elle a fait un thrombus d'une veine cérébrale, qui est quelque chose qui est maintenant très décrit. Donc, c'était AstraZeneca, et donc AstraZeneca a pu être fait en France au moins en première truc. Et moi, très tôt, j'avais dit il ne faut pas faire ça chez les femmes de moins de 50 ans, parce que c'est elles qui ont plus de risques déjà de faire des thromboses, donc il ne faut pas le faire. Donc, bien entendu, les événements rares, on ne peut pas les observer quand on grille les étapes de la vaccination. Là, c'est ce qui s'est passé. Comme c'était une baguette magique, comme c'était la providence qui allait être là, c'était pas la peine d'attendre, c'était pas la peine d'inclure suffisamment de gens, c'était pas la peine d'inclure toutes les populations. Et donc, quand vous avez un cas sur 10 000 ou 20 000 ou 50 000 habitants, pour pouvoir évaluer ça dans la phase avant la vente, bien sûr, il faut inclure, ça coûte un prix fou, et puis il faut inclure les gens. Donc, qui c'est qui paye, ça a toujours été un problème, parce que comme c'est les États qui commandent, c'est les États qui payent d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'ils payent à l'avance, est-ce qu'ils ne payent pas à l'avance? Et donc, ça veut dire que c'est des décisions qui sont complexes, et c'est des décisions dans lesquelles, moi, j'ai toujours dit, je ne voudrais pas de politique, et je n'aurais pas voulu me retrouver dans cette situation qui est de dire, écoutez, les autres l'achètent, et pourquoi vous ne l'achetez pas? Et donc, il y a un suivisme considérable. Donc, à partir du moment où les gens ont décidé de quelque chose, il faut le faire. Moi, je vous dis, j'ai un peu de recul là-dessus parce que je vois bien que la situation de la santé se dégrade à une vitesse folle aux États-Unis, si vous voulez. Or, c'est eux qui vendent tout quand même. Donc, il y a quand même un problème, c'est que si vous en arrivez, c'est la question qu'on posait, qui c'est qui va réutiliser ces molécules? C'est les Chinois qui font du repositionnement, c'est les Indiens, c'est eux qui les produisent, les molécules anciennes. Et donc, c'est eux qui vont les utiliser, c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Et puis voilà, et donc on voit bien on voit l'espérance de vie des gens en Europe qui plafonne, celle des États-Unis qui diminue, et puis les autres qui nous rattrapent. De toute manière, je pense qu'on ne dépassera pas un certain niveau, parce que les humains sont les humains, ce n'est pas des robots. Donc là aussi, il y a une espèce de délire de progrès avec le transhumanisme qui a pris la fin du XXe siècle, qui est complètement délirant. Enfin. Sur les effets indésirables, un des effets indésirables reconnus, c'est le zona. Est-ce que vous avez observé des réactivations de virus dormants liées au vaccin? On ne s'est pas spécifiquement mis là-dessus. Puis encore une fois, ça, c'est des choses qui ne peuvent être... C'est très compliqué parce que je ne sais pas si on y verra un jour quelque chose. Parce que, il faut que ce soit déclaré. Parce que ce n'est pas des phénomènes quotidiens. On peut voir des coïncidences, mais de là, entre la coïncidence et la causalité, là, il faut bien avoir un peu des tests statistiques, si vous voulez. Et donc ça peut être fait qu'au niveau des États. Ça ne peut être fait qu'à condition que les choses soient déclarées. D'accord? Et donc la déclaration, c'est une chose. Donc, et que votre déclaration soit acceptée. Par exemple, je ne sais pas, il y a des gens qui me disent, je connais beaucoup de gens qui travaillent dans des EHPAD, ils me disent le nombre d'accidents vasculaires cérébraux qu'on a vus chez les gens qui avaient été vaccinés, mais si vous voulez, il y a des médecins qui le déclarent comme étant une conséquence du vaccin, il y a d'autres qui ne le déclarent pas, le centre de pharmacovigilance le prend ou ne le prend pas, et donc tout ça peut être géré qu'à un niveau organisationnel qui n'est pas celui de l'observation.
Moi, je peux avoir des opinions sur ce que j'observe, donc là, on ne peut pas me raconter de balivernes, parce que je l'ai vu, ça fait partie des choses, je ne l'ai pas lu, je l'ai vu. Les choses sur lesquelles moi, je n'ai pas l'échelle pour voir les choses, comme les vaccins. Puis moi, je n'ai pas suivi les vaccins, j'ai suivi les vaccinés, j'ai suivi les infectés. Donc les infectés, j'ai pu très tôt dire, écoutez, il y a des rechutes, il y a des gens qui sont vaccinés, qui font des infections. Ça oui, parce qu'on le voyait ici, quoi. Est-ce que c'est pas quand même un problème que ce soit les mêmes, c'est-à-dire les politiques qui ont acheté les vaccins, les autorités de santé qui les ont approuvés, qui ensuite sont chargés d'évaluer les effets indésirables, sachant qu'ils n'ont pas forcément intérêt à en découvrir beaucoup. Ça, c'est comme ça. Hein. C'est le monde dans lequel on vit. Vous pouvez pas, ça ne peut pas être étanche. Hein. Ça ne peut pas être étanche. Qu'est-ce que vous pensez de la réticence des médecins, justement, à déclarer ces cas ou à traiter leurs patients avec, par exemple, parce que l'hydroxychloroquine. Vous n'êtes pas naïf au point de croire que tout ça, quand même, qu'il y a un fondement logique, rationnel et tout. Tout ça, c'est de la passion. C'est de la passion, c'est tout. Oui, mais être médecin, ça n'empêche pas d'être passionné. Hein. C'est donc d'être d'un côté ou de l'autre, je sais pas, il y a des groupes entiers là, de militants, Citizen for Science, No Fake Med, tout ça. Enfin, dedans, il n'y a pas que des médecins, mais il y a beaucoup de gens qui sont oisifs. Mais il y a des médecins aussi. Il y a des gens qui pensent qu'on touche. Encore une fois, si vous pensez comme je pense, vous essayez de comprendre comme je pense. Moi, je pense que c'est une religion, le progrès. Que donc, ce que vous attaquez, c'est une croyance religieuse. Donc, c'est une religion. C'est la même nature que n'importe quelle croyance religieuse, avec des réactions qui sont de même nature. C'est comme ça. C'est vrai que sur les médecins, s'imaginer qu'ils n'ont pas soigné, qu'ils ont laissé les gens prendre du Doliprane et sans les consulter, même tardivement dans l'épidémie, et beaucoup ont fait ça. C'est quelque chose de sidérant. Comment est-ce qu'ils ont pu suivre aveuglément des recommandations qui n'avaient aucun sens médical? Si vous voulez, non, c'est la même chose. C'est la même chose que ce que disent, si vous voulez, Citizen for Science ou No Fake Med, c'est-à-dire que les gens, il y a une part de la population qui pense que tout ce qui est directement humain, si vous voulez, n'est plus utile. Ça vient avec l'idée que vous aurez vous mettrez votre doigt sur un téléphone, il vous dira quoi faire, quoi dire, etc. Et que l'observation, la prise en charge, calmer les gens, les rassurer, tout ça ne sert à rien et que tout le monde finira devant un écran avec un truc en réalité virtuelle. Si vous voulez, c'est une opposition radicale de la civilisation. Voilà. Je vais vous donner un exemple qui est une des choses que j'ai vues en médecine qui était très... et sur lequel je ne porte pas de jugement d'ailleurs. Quand on commençait à examiner les patients, quand on commençait à voir des malades, d'abord on les examinait. On les mettait tout nus, on leur foutait les doigts partout. Je ne suis pas sûr que ça servait à quelque chose, mais enfin on le faisait. D'accord ? Quand maintenant vous voyez des malades, vous ne les déshabillez pas. La plupart des gens ne déshabillent plus les malades, ils ne les examinent plus, ne mettent plus les mains dessus. Il s'est passé un truc. Mais c'était comme ça aussi il y a 3 siècles. Il y a 3 siècles, on ne déshabillait pas non plus les gens. Donc la description des trucs cutanés, les touchés génitaux, si vous voulez, c'est le XVIIIe siècle. Avant, on ne le faisait pas. Et on les faisait sans déshabiller les gens. Et donc, quand maintenant, il y a des femmes qui disent « Mais moi, je ne veux pas qu'il y ait un homme qui me touche, qui me mette les doigts dans les organes génitaux », c'est quand même une culture scientifique extrêmement récente. La désacralisation de certaines parties du corps, c'est quelque chose qui est extrêmement récent. Et donc, ce qui est intéressant, c'est un point de plus sur lequel vous avez, d'une part, les musulmanes et d'autre part, les féministes qui se rejoignent sur le fait que je ne veux pas que vous me tripotiez. Vous voyez ? Et donc, alors que le grand truc de médecin, c'est de dire mais le médecin est aveugle, il n'est pas sensible à ça. Bien sûr, c'est complètement faux. Les humains sont des humains. Donc après, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une accoutumance à ça. Donc on finit par ne plus y apporter l'importance que l'on a les 10 ou 20 premières fois qu'on déshabille quelqu'un. Donc vous voyez, il y a là une différence de la perception de ce qu'est un médecin qui est quelque chose qui est très important. Vous voyez, d'ailleurs, y compris, ça s'est traduit, ça m'a beaucoup surpris, dans le changement du serment d'Hippocrate. Moi, je pensais qu'en changement, ça a changé, si vous voulez,
où, par exemple, le respect du secret médical fait partie du serment d'Hippocrate, de celui que j'ai porté, hein, ou le respect des anciens qui vous expliquent leur expérience, qui était des choses importantes, ça a disparu, cette partie-là, et ça a été remplacé par « pour nous ». C'est-à-dire, je ne laisserai jamais souffrir. C'est partie du serment d'Hippocrate, ce qui est un désastre, hein, parce qu'il faut faire attention à ne pas calmer 100% des douleurs absolument quand il s'agit de douleurs qui peuvent être utiles, c'est-à-dire qui traduisent la douleur à une fonction. Hein. Donc quand elle a cessé d'avoir une fonction, qu'on la calme par les meilleurs moyens, si possible, sans rendre les gens toxicomanes, c'est-à-dire sans leur donner les opiacés. Hein. Mais ça va s'arranger parce que le cannabis qui était interdit va bientôt être prescrit dans les pharmacies, et donc on remplacera comme les opioïdes étaient interdits, puis ils ont été prescrits dans la pharmacie. Et puis voilà, à partir du moment où ce sera l'industrie pharmaceutique qui vendra la drogue, ça va s'arranger, il n'y aura plus de problème. Ce ne sera plus une drogue. Hein. Mais ça posera un problème économique. Donc je pense que certains politiques sont réalistes et le savent. Ceux qui sont sur le terrain aussi, qui ne sont pas virtuels, c'est qu'actuellement, c'est une ressource économique des pauvres sur les riches. Et donc sans la prédation des administrations. Donc quand vous achetez un pétard, vous financez directement des pauvres. Est-ce que si vous achetez des pétards à l'industrie pharmaceutique ou truc, il va y avoir 80% de taxes, ça va repartir dans l'espèce de grand gaspillage général, si vous voulez, et ce qui arrivera aux pauvres, c'est peanuts. Hein. C'est un nouveau marché pour l'industrie pharmaceutique. Oui, c'est ce qui est en train de sortir. Si vous regardez les trucs de spéculation, les gens disent actuellement, il faut acheter l'industrie pharmaceutique qui fait, parce que c'est un médicament assez étonnant, hein, parce que à la fois c'est un anxiolytique, c'est un antalgique, c'est un euphorisant, donc ça a des activités multiples. Hein. On regarde, c'est un foyer de fixation qui est proche aussi des benzodiazépines sur le cerveau, et donc voilà, c'est pas addictif, c'est mieux que les opioïdes quand même. Sur l'avenir de la médecine, vous avez l'air de... Et je fume pas de pétard. Hein. je fais jamais de confidence sur ce que je fume, je peux vous dire, je sais pas. Sur l'avenir de la médecine, peut-être conclure là-dessus, vous avez l'air de penser qu'elle sera de plus en plus... Il y a un risque qu'elle soit de plus en plus déshumanisée, robotisée ? Écoutez, je vais vous donner 2 expériences. La chose qui m'intéresse, c'est les expériences. Encore une fois, je ne suis pas un devin. Mais il y a 2 choses que j'ai vues. J'étais parti quelques jours en Turquie. J'adore la Turquie en réalité parce que, le fond, je m'intéresse à l'effondrement. Et donc, je suis allé voir les nouvelles découverte archéologique de Troie, qui est un des plus grands exemples de l'effondrement qu'on connaisse. En réalité, effectivement, c'était la plus grande ville de l'époque. Il y avait 10 000 habitants à l'époque où il y avait 3 millions d'habitants sur la Terre. Donc c'est intéressant de voir, et en même temps qu'elle, il y a eu l'effondrement de la civilisation d'Haïti, enfin de la Grèce et de tout ce qu'on appelait l'Asie mineure. Alors c'est intéressant, je ne comprends pas pourquoi, mais c'est intéressant de voir ce que c'était, et comment c'était, pourquoi c'est comme ça. Mais en allant en Turquie, j'ai vu le nombre de gens qui organisent d'aller faire qui de la chirurgie esthétique, la greffe de cheveux, qui des soins dentaires, qui de la chirurgie plastique. En Turquie, c'est incroyable. Et ils font des voyages organisés, comme ils font maintenant en Inde pour les prothèses de hanches, de genoux. Et récemment, il y a un malade de ma femme qui lui a dit, écoutez, qui est un binational tunisien-français et qui avait l'habitude de se faire soigner ici, mais nos hôpitaux sont dans un tel état qu'il dit, écoutez, je vais me faire soigner en Tunisie parce que les médecins sont plus gentils et puis finalement on est mieux soigné là-bas. Donc ça pose une question, c'est anecdotique, hein, mais si les gens, je suis d'accord, hein, moi je suis allé récemment encore à la Timone, ou si vous regardez l'état de délabrement des rues ici ou à Paris, hein, vous regardez les rues, je suis allé à Istanbul, bien sûr, les rues d'Istanbul, les trottoirs sont normaux. Ici, vous regardez sur 100 mètres, la curiosité de regarder. C'est Marseille, mais moi, à Paris récemment, c'est pareil. C'est tout défoncé, il n'y a rien. Mais les trucs sont en train de s'écrouler. J'imagine que les voies romaines devaient être comme ça au IVe siècle. Donc c'est très frappant. Et si maintenant les gens disent, écoutez, voilà, moi je vais en Inde pour me soigner, pour me faire mettre une prothèse, vous savez que c'est comme ça qu'on a importé un certain truc, ce qu'on appelle le tourisme médical. Hein. Donc s'il faut aller à l'étranger pour se faire soigner parce que nous, on n'a plus de médecins, ça posera un problème pour les gens, la médecine de proximité, qu'on a déjà, on n'a plus de soins de proximité. Vous savez, moi, quand je vais en Afrique, je pense qu'une des raisons pour lesquelles il y a eu beaucoup moins de morts en Afrique, c'est qu'ils n'ont pas fait ce que vous dites. Il y a de la médecine de proximité, on vous donne toujours quelque chose, quelqu'un vient vous voir, vient voir tous les jours comment vous allez, et donc c'est la médecine telle qu'elle a toujours été pratiquée. Est-ce qu'on peut passer à non, vous faites rien et vous regardez la télévision en prenant du Doliprane, si vous voulez, je ne suis pas sûr que
ça marche, et que les gens ne vont pas émigrer pour aller voir des docteurs qui s'occupent d'eux. Oui, Finalement, la médecine elle-même est en train de s'effondrer. Moi, je pense que rien n'échappe à rien. Je pense que c'est comme ça. C'est-à-dire que les évolutions sociales sont parallèles, et que donc, voilà, c'est-à-dire que, encore une fois, cette scientifisation extrême de la médecine répond à quelque chose qui, ma foi, je ne suis pas sûr que tout serait comme ça. Ouais. Vous allez publier prochainement Chronique pour une humanité en quête de repères. J'ai publié déjà. Ça y est, ouais, déjà. Ouais. Quelles sont les pistes face à ce monde en lambeaux? Je ne sais pas, moi je le regarde, moi. C'est-à-dire que je trouve que ça, c'est un peu la manière dont moi je vois l'évolution. Hein. L'évolution respire. Bien sûr, c'est pas du tout linéaire, c'est pas du tout les arbres de Darwin, tout ça, c'est la fantaisie, c'est un mythe. Bon, un mythe pour scientistes, c'est idiot. Et donc, moi, j'ai vécu une période, au contraire, d'homogénéisation. C'est-à-dire que c'était unisexe, les garçons, les filles. En réalité, les hommes blancs, ce qu'on appelle les hommes blancs, qui ne sont pas du tout blancs, mais enfin qui sont plutôt roses, genre cow-boy, étaient les leaders du monde. Et l'évolution marche beaucoup par imitation du plus fort. D'accord ? Le comportement du plus fort devient la règle sociale. Et donc, tout le monde s'est mis à imiter le plus fort, et s'est habillé en cow-boy. Donc, les années 60, vous regardez, les filles s'habillent en cow-boy, les hommes s'habillent en cow-boy, tout le monde s'habille en cow-boy, les blue jeans, les t-shirts, James Dean, tout le monde s'habille en cow-boy. Et puis, ça, c'est une période, ce qu'on appelle, nous, des goulots d'étranglement, c'est-à-dire qu'il y a une homogénéisation considérable de la pensée, de la manière de s'habiller, y compris entre hommes et femmes, d'accord ? Donc, c'est très, y compris avec les différences d'âge. Vous voyez, quelqu'un, moi j'ai 70 ans, quelqu'un d'il y a 30 ans ne s'habillait pas comme je m'habille maintenant. Moi, je m'habille comme je m'habillais quand j'avais 30 ans, je m'habille pareil. Est-ce qu'avant, non. Il y avait les habits pour les vieux, les habits pour les jeunes, vous voyez. Donc je paye de ma personne, vous voyez, l'évolution de la société. Et je ne m'habille pas comme mon grand-père ou mon père s'habillait à mon âge. Je ne m'habille pas que pareil. Encore que mon père, c'est pire que moi. Enfin, c'est moi les exemples. Mais maintenant, c'est un peu ce que Maffezoli appelle les tribus, si vous voulez. En réalité, il y a, ou ce que les gens qui ne voudraient pas que l'on sorte du goulot d'étranglement appellent le communautarisme. En réalité, les gens ont besoin de trouver une identité. Cette identité ne leur convient pas parce que ce n'est pas une identité de gagnant, c'est fini. Et ce qui est le plus insultant, moi j'avais écrit ça sur le voile, c'est ce que les gens ne supportent le moins de tout, c'est qu'on ne les imite plus. Oui. C'est-à-dire que quand on vous imite, on vous fait un compliment. Quand on dit « je ne veux pas vous ressembler oui. », si vos enfants disent « tout sauf ce qu'ont fait mes parents », c'est que vous avez un problème. Oui. Et donc, c'est très intéressant. Et moi, j'ai vu ça bien au-delà du voile. Moi, j'ai vu, comme vous savez sans doute, je suis allé souvent en Afrique. J'ai vu apparaître ça petit à petit. Au début, il y a 30 ans, quand un type devenait prof au Sénégal, il s'habillait avec un costume, une cravate, etc. Maintenant, plus du tout. Au contraire, et plus c'est cérémonial, plus il met les habits traditionnels, il met le boubou avec des tissus africains. Et donc, ils ne croient pas, ils ne croient plus ce qu'on a essayé de leur faire croire pendant des années, qu'on est supérieur, qu'on sait mieux et qu'on est le modèle vers quoi on tend. Ils ne veulent pas nous ressembler. Et donc, dans les éléments qu'il y a sur les costumes actuellement, il y a le fait que c'est une insulte de ne pas vouloir être comme nous. Vous voyez ? Et donc ça, c'est ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire, et encore une fois, moi que je vois chez les plus jeunes, les gens ont envie d'avoir une identité. Bien alors, ils sont effectivement les mondialistes baladeurs, c'est une chose, qui font du fric dont ils ne savent plus quoi foutre, parce qu'on est dans l'ère du gaspillage. On ne sait pas à quoi ça sert d'avoir plus d'argent que ça. Une fois qu'on a fait le minimum, ça va. Et d'autre part, ils ont envie d'avoir, un certain nombre d'entre eux ont envie d'avoir un environnement familial qui ne soit pas complètement anonyme. Donc c'est intéressant ce qu'on voit. Donc il y a un côté tribal là, qui réapparaît, qui est intéressant. Et quelles que soient les tribus, il y en a qui sont des tribus qui sont à la mode et d'autres qui sont des tribus qui ne sont pas à la mode. Mais enfin, le tribalisme, c'est vraiment quelque chose qui s'est développé
Et donc avec des gens qui deviennent très religieux, avec des gens qui font partie de communautés et qui veulent retrouver une identité pour sortir de cette masse dont je vous parlais, la masse rend idiot. Et donc si on ne veut pas être idiot, il faut sortir de la masse. Et donc il faut avoir un domaine dans lequel on puisse avoir une échelle humaine de village, quoi. Qu'est-ce que la crise Covid, pour terminer, vous a appris? Qu'est-ce que ça a révélé pour vous? C'est une crise de la confiance, c'est une crise de la compétence, c'est une première étape de l'effondrement Ça fait partie du modèle. Ça fait partie des éléments successifs de l'effondrement. Enfin, c'est une de plus? Oui. Si vous voulez, c'est un de la déconnexion. On ne peut pas entendre, on n'arrive plus à entendre les données réelles. Et puis, rien ne calme tout ça. Quand ce sera fini, il y aura un autre épisode de quelque chose d'autre qui... La passion aussi, la passion a toujours existé. Là, le problème, c'est que c'est ce qui crée une telle tension, c'est que le mode de pensée qui domine depuis 2 siècles est en train de faire la preuve de sa fin de cycle. Les choses ont des cycles, c'est comme ça. Le progrès, c'est ça? Hein? Oui, le progrès tel qu'on le voyait nous. Si vous regardez, moi, je n'ai pas de... Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je n'ai pas d'opinion, mais j'observe les choses. Vous regardez au Kerala, l'espérance de vie des hommes au Kerala est comparable à celle des Américains. Mais si vous voyez comment ils soignent les gens, vous voyez que ça n'a rien à voir quand même. Hein. C'est une question quand même. Donc c'est une question. Oui, pareil, à Cuba, ils ont bien géré le truc, mais ils ont une médecine de proximité considérable. Ils allaient voir les gens tous les jours chez eux, vous voyez, donc... quand ils étaient malades, il y a des médecins qui se déplaçaient, qui faisaient des visites à domicile. C'est autre chose. Donc ça marche. Hein. C'est ça, la médecine, c'était pas les dernières molécules à la mode vendues très cher par l'industrie. Merci infiniment. Merci.